Il est 8h37, notre invité Pierre Laurent, secrétaire national du Parti communiste français, sénateur. Bonjour. Bonjour. Pierre Laurent, merci d'être avec nous, sénateur de Paris. Pierre Laurent, cette grève, d'abord je vois que vous portez un badge, mon train j'y tiens. SNCF 100% public. Et Oui. c'est un badge que nous allons proposer aux usagers pour porter ce signe de soutien au mouvement pour la défense du service public ferroviaire. Vous défendez le service public ferroviaire. Je vais revenir sur le fond de la réforme de la SNCF et du transport ferroviaire. Mais les syndicats ont décidé d'une grève un peu curieuse, nouvelle, dans tous les cas. Grève de 2 jours, puis 3 jours de travail, puis de nouveau 2 jours de grève, puis 3 jours de travail. Ça fait 36 jours de grève sur 3 mois. Annoncé, prévu, organisé, bonne solution ou pas ? D'abord, moi, j'ai pas. C'est les cheminots qui décident les modes d'action. Oui, je vais d'accord. pas intervenir là-dessus. Vous joignez à ce mouvement, quand même. Je pense que cette forme d'action qui respecte l'unité syndicale, c'est très important. Tous les syndicats sont dans le mouvement. C'est nouveau. C'est une très bonne nouvelle. C'est quand même le signe que l'attaque est considérée comme très grave par tous les cheminots, si tous les syndicats sont unis. Et c'est une forme que, moi je trouve, c'est une forme de main tendue aux usagers, au pays. Main tendue, Mais oui, parce que c'est une manière de dire, voilà, nous ne sommes pas là pour embêter les usagers, nous sommes là pour défendre le service public et il faut vous joindre à nous. C'est pour ça d'ailleurs que nous allons travailler à ce que les usagers participent au mouvement à leur manière. Les cheminots ont leur mode d'action, mais il faut que tout le pays s'y mette parce que c'est un grand service public utile à tous qui est en cause. Oui, enfin tous les syndicats, mais j'avais tout à l'heure un représentant de Sudrail qui n'était pas tout à fait d'accord avec cette forme. C'est normal, quand il y a une unité syndicale, vous savez, c'est pareil en politique, et que tout le monde se met d'accord. Bon, il y avait des avis différents au départ, tout le monde fait un pas vers l'autre. Ce qui compte, c'est l'unité. Pourquoi cette forme ? Pourquoi cette forme ? Pour ne pas perdre trop d'argent ? Non, je crois parce Pierre que Laurent, les cheminots ont conscience. Et francs. Les cheminots ont C'est ce que conscience. disaient l'un des syndicalistes d'ailleurs. On fait ça aussi parce que, comme nos jours de grève ne sont plus payés, 2 jours de grève, puis 3 jours de travail, puis 2 jours de grève, puis 3 jours de travail, ça nous permet de ne pas perdre trop d'argent. Mais les salaires sont petits à la SNCF, contrairement à ce qu'on dit. Clairement les choses. Donc effectivement, faire une grève pour un salarié, c'est difficile. Personne ne fait la grève de gaieté de cœur. Par ailleurs, le gouvernement s'engage dans un mouvement qui va être long. Il essaye de le contourner. Il a décidé d'utiliser les ordonnances, ce qui est un pur scandale du point de vue du débat parlementaire et démocratique. Ça n'empêche pas le débat, les cheminots s'organisent pour que le mouvement soit fort et intense pendant tous les mois pendant lesquels il faudra se mobiliser. Réponse de Guillaume Pépi, le patron de la SNCF, mais il y aura 50 ou 60 rencontres avec les syndicats avant début avril, donc on va faire avancer le dossier. La méthode des ordonnances. Le gouvernement vient de sortir un projet de loi d'habilitation des ordonnances où tout est déjà bouclé. Il y a 8 articles. Sauf la question sur la dette. Mais absolument, non mais c'est ce que j'allais dire. Mais la seule chose qui est réglée, en fait, c'est l'ouverture à la concurrence. Donc la privatisation progressive du ferroviaire. Elle était annoncée, l'ouverture à la concurrence. Non, elle n'est pas annoncée. Elle est souhaitée par certains et combattue par d'autres comme nous. Et comme les cheminots depuis longtemps. Mais vous ne découvrez pas aujourd'hui l'ouverture à la concurrence. Laissez-moi répondre sur la dette. Mais effectivement, qu'est-ce qu'il faut à la SNCF ? Il faut des investissements, des effectifs et il faut régler le problème de la dette. Aucune de ces 3 questions n'est réglée par le projet gouvernemental. Aucune. Il n'y a pas un investissement supplémentaire mis sur la table, il n'y a pas un effectif de plus mis sur la table, et il n'y a rien de proposé pour la dette. Et on nous dit que ça va régler le problème de la SNCF. Non, il faut changer sur ces 3 domaines. Et dans le projet gouvernemental, il n'y a rien. La seule chose qu'il y a, c'est on se prépare à ouvrir à la concurrence, c'est-à-dire à offrir des lignes au privé. Inéluctable ? Non, ça n'est pas inéluctable. Il y a dans les directives européennes, il y a effectivement ce qu'on appelle un 4e paquet ferroviaire
qui veut la déréglementation du ferroviaire. Nous avons voté contre. J'entends certaines forces politiques d'ailleurs verser des larmes de crocodile sur cette question aujourd'hui, mais ils ont voté. Qui La droite, la majorité des socialistes européens ont voté le 4e paquet ferroviaire. Nous avons voté contre ce 4e paquet ferroviaire. Mais il y a autre chose dans les règlements européens. Et il y a un règlement européen qui s'appelle l'obligation de service public. Et si le gouvernement utilise ces règlements, notamment l'article 4 et 5 de ce règlement, eh bien, il peut maintenir les concessions d'exploitation du ferroviaire au service public. Donc le gouvernement n'est pas obligé d'ouvrir au privé. Non. Contrairement à ce D'ailleurs, il y a des concessions qui seront maintenues au service public. Mais il faut dans certaines régions peut-être. Il faut toutes les maintenir. Pourquoi ? Parce que le rail, il faut qu'il y ait de la concurrence. Imaginez alors, faut qu'il y ait de la concurrence ou pas ? En PACA, on ouvre. Non, je crois que ça ne sert à rien. Je pense qu'il faut des moyens. La concurrence ne sert à rien pour vous. Elle ne sert à rien. Elle va conduire à augmenter les tarifs et elle va désorganiser le service. Bon. Imaginez par exemple qu'on ait une compagnie qui fait des trains en PACA. Une autre en Rhône-Alpes et une autre en région parisienne. Mais comment on va faire quand en région parisienne, non. Et comment... Non, parce que c'est reporté. C'est reporté en région parisienne. Parce que tout le monde reconnaît d'ailleurs. Elisabeth Borne, qui a été PDG de la RATP, le sait très bien. Même elle reconnaît que si on fait de la concurrence en Île-de-France, ça va être une pagaille monumentale. Déjà que le service n'est pas toujours rendu, pardon, mais bien sûr, mais mal rendu. Mais le service doit être beaucoup amélioré. Moi je ne suis pas pour le statu quo de la situation actuelle. Il y a trop de trains qui arrivent en retard, il faut de l'argent dans la maintenance, il faut de l'argent pour améliorer les trains, etc. Alors donc, justement, il faut de l'investissement. Il faut de l'argent, vous avez raison. La SNCF est déjà en dette de 48 milliards d'euros. Il faut de l'argent, mais vous le trouvez où l'argent ? Mais l'argent, alors... J'ai vu une proposition. Vous allez me dire, est-ce que vous êtes favorable à une écotaxe pour les poids lourds ? Je pense qu'il faut effectivement taxer les poids lourds et il faut rééquilibrer le trafic les poids lourds. du route vous allez pas de la faire route. Plaisir à tout le monde. Hein, d'accord, mais il faut rééquilibrer le tarif, le trafic de la route vers le rail. Or, on fait l'inverse. Aujourd'hui, la route est massivement subventionnée. Parce que on dit la concurrence rail-route, mais ce qu'on subventionne, c'est la route. Aujourd'hui, les routes, l'entretien des voies, c'est subventionné à plus de 90%. Le rail, on est très très loin de ça. Or, pour des raisons écologiques et pour des raisons de maillage du territoire, on a besoin de l'inverse. Donc le gouvernement va encore encourager, il y aura encore plus de camions. Vous avez une autre solution, taxer les entreprises. Enfin, elles sont déjà taxées, mais vous voulez augmenter leur versement transport. Oui, il faut un versement transport additionnel dans les régions. Oui. Et d'ailleurs, en Île-de-France, nous avons longtemps mené cette bataille. Nous l'avons obtenue. Oui. Et ça va servir à développer des tarifs moins chers. Donc effectivement, il faut mettre plus d'investissements dans le rail. Mais ce sera rentable, efficace pour le pays. Parce qu'on voit bien que si on veut défendre les 9000 kilomètres de lignes qui sont menacés dans les territoires, il faudra mettre de l'argent. Donc nous proposons une solution. On sort les 40 milliards de la dette. On les met dans une caisse d'amortissement. C'est-à-dire que c'est l'État qui prend la dette ? On les met dans une caisse d'amortissement et ensuite on va chercher de l'argent où ? Il faut renationaliser les autoroutes. On a privatisé les autoroutes. Les concessionnaires d'autoroutes se font des rentes financières considérables. Tout le monde le sait. Oui, mais il y a des contrats à respecter. Ça va coûter des fortunes. Il faut récupérer une partie de cet argent et il faut en mettre une partie dans l'entretien des autoroutes quand même. Et il faut en mettre une autre partie dans le développement du ferroviaire pour rééquilibrer les choses. Il faut ensuite augmenter effectivement un versement transport additionnel dans les régions parce que tout le monde a intérêt au développement d'un trafic ferroviaire plus dense pour les voyageurs, mais aussi pour le fret. Vous croyez que... allez-y encore. Il faut mettre fin au partenariat. Il faut surtout pas mettre le doigt dans le partenariat public-privé. C'est ce qu'on vient de faire sur la ligne LGV Paris-Bordeaux. Ça va coûter une fortune. Et il faudra qu'on m'explique pourquoi le gouvernement dit surtout aucun PPP dans les prisons, parce que ça coûte une fortune. C'est le gouvernement qui vient de le dire. Mais par contre, pour le ferroviaire, ce serait formidable. Ça coûte une fortune, les PPP. On offre des rentes à des groupes privés. S'il y a ouverture à la concurrence, il n'y aura plus de PPP. Hein. Ah, mais ça, c'est vous qui le dites. Mais regardez le modèle qui est en train de se développer pour certaines lignes TGV. Si j'ai bien compris, c'est le contribuable qui doit payer encore un peu plus. Non, écoutez, le contribuable, aujourd'hui, il paye très cher parce qu'on lui fait payer. Parce qu'on lui fait payer. Que le transporteur va pas
faire payer ses clients et le client lui-même, le consommateur. Mais si on investit dans la SNCF et pas dans la concurrence, on aura des billets moins chers. Tout le monde sait que la concurrence va faire exploser les tarifs. Déjà, les billets de train sont extrêmement chers, extrêmement chers. Mais non. Et en Grande-Bretagne, c'est moins cher. Mais c'est parmi les moins chers d'Europe. Quand on a privatisé en Grande-Bretagne, le billet a été multiplié par 6. Et aujourd'hui, il y a 60% des Britanniques qui sont pour le retour à un monopole public sur le rail. En Italie, ça fonctionne. Non, en Italie, écoutez, moi je voyage beaucoup en Italie pour des raisons familiales parce que j'ai ma belle famille en Italie. Je peux vous dire que la situation du train est pas brillante et depuis longtemps. Bien, Pierre Laurent, il y aura donc un rassemblement autour de vous-même, vous appelez vraiment à une mobilisation forte autour des cheminots. Le 22 mars, il y aura aussi un grand moment de mobilisation sociale, manifestation, fonction publique, cheminots. J'étais avec Olivier Besancenot il y a 8 jours à votre place qui disait il faut absolument que tous les partis de gauche se réunissent et il faut que nous soyons tous dans la rue ce jour-là. Oui, enfin il y en a un qui fait un peu bande à part, c'est Jean-Luc Mélenchon. J'ai répondu oui à Olivier Besancenot tout de suite. J'ai parlé au téléphone la même semaine à Benoît Hamon, où nous avons échangé. Il y a eu mercredi soir une réunion où on s'est tous réunis et on s'est mis d'accord. Il va y avoir, on est en train de le préparer, la semaine prochaine, un texte des formations de gauche et une tribune unitaire de ses premiers dirigeants. Pour le moment, Olivier Besancenot, Benoît Hamon et son mouvement Génération, le Parti communiste et moi-même, d'autres mouvements comme Ensemble et d'autres sont d'accord. Et nous n'avons pas la réponse pour le moment de Jean-Luc Mélenchon sur cet appel unitaire. Nous le souhaitons tous. S'il n'est pas au rendez-vous, nous ferons ce mouvement unitaire tous ensemble, mais je pense que la logique voudrait qu'il soit à nos côtés. Tous, bras dessus, bras dessous, dans la rue, le 22 ? Oui, on sera tous le 22 dans la rue. J'espère même qu'à la faveur de cette initiative unitaire qu'on est en train de construire, on pourra même faire un déplacement dans une gare ou une initiative commune où les dirigeants de gauche pourraient être ensemble. En tout cas, moi je le souhaite et je suis très actif pour que nous parvenions à ça. Bien. Pierre Laurent, on parle beaucoup de la hausse de la CSG et beaucoup de retraités protestent, certains à juste raison, d'autres moins, mais est-ce une erreur... J'étais avec eux dans la rue hier. Oui. Est-ce une erreur politique grave de la part d'Emmanuel Macron ? Mais bien sûr, parce que on a quand même, c'est un scandale. Au moment même où on a augmenté la CSG sur les retraités, et on voit ce que ça leur coûte. Parce sur que certains retraités, on connaît pas les tous, chiffres. Hein, on est bien d'accord. D'accord, mais bon, c'est quand même des centaines d'euros sur des gens qui n'ont pas des retraites mirobolantes, qui sont ponctionnés chaque année. Au même moment, on a allégé l'ISF de à peu près la même somme. Donc c'est un signal quand même terrible, parce que ça veut dire qu'il vaut mieux encourager ceux qui ont déjà énormément, tandis qu'il faut continuer à ponctionner ceux qui n'arrivent pas à s'en sortir. Oui, mais en même et c'est temps... pas seulement les retraités qui sont visés, parce que vous savez très bien qu'aujourd'hui en France, il y a beaucoup de solidarité dans les familles. Et heureusement. Donc les retraités aident leurs enfants, leurs petits-enfants, et des fois les enfants et les petits-enfants qui sont dans la difficulté sont obligés d'aider leurs parents âgés. Donc heureusement que cette solidarité existe. Donc quand on frappe les retraités et leur pouvoir d'achat, on frappe toutes les familles, on frappe tous les Français. Et ça, manifestement, effectivement, Emmanuel Macron ne l'a pas compris. Il a l'air très très loin de ces réalités. Oui, mais en même temps, le gouvernement vous répond, oui, d'accord, on demande un effort de solidarité aux retraités, pas à tous, mais à une part des retraités, mais en même temps, on augmente le pouvoir d'achat des salariés. Non, vous êtes contre l'augmentation du pouvoir d'achat des salariés ? Monsieur Bourdin, on n'augmente pas le pouvoir d'achat des salariés. Baisse des cotisations ? Il suffit... Vous savez, moi je fais une chose. Quand je vais sur le terrain et que je discute avec des salariés, ça m'arrive souvent, je leur demande toujours de me parler de leur fiche de paye. Parce qu'il faut savoir où les gens sont. Eh ben, vous allez dans n'importe quelle entreprise, les gens ne sont pas augmentés depuis 3 ans, depuis 4 ans. Dans ce pays, dans la grande majorité des entreprises, les salaires sont bloqués depuis maintenant des années. Donc tout le monde perd petit à petit du pouvoir d'achat. Il y a un fossé qui se creuse entre des entreprises où les salaires n'augmentent pas et puis des grandes entreprises où la participation, l'intéressement augmente. Vous savez très bien que la participation... Est-ce que vous êtes partisan d'un développement de la participation et de l'intéressement ? Mais non, parce que la participation et l'intéressement, c'est une manière en fait de bloquer
bloquer les salaires. En général, la participation et l'intéressement, ça fait pas de cotisation pour la retraite, ça fait pas de cotisation sociale. Donc c'est une manière pour le patronat d'échapper au versement des cotisations sociales. Donc moi, je suis pour l'augmentation des salaires. Écoutez, 97 milliards de profits du CAC 40, mais c'est pas grave. 94, oui, on n'est pas à 2-3 milliards. On n'est pas à 2-3 milliards près. Bon, de profits du CAC 40 l'année dernière. Année record à nouveau. On leur demande quelque chose? Rien. Évasion fiscale. Les sommes sont considérables. Gérald Darmanin hier dit à la télé, oui, c'est un vrai sujet. Ça fait des années qu'on nous dit que c'est un vrai sujet. Mais qu'est-ce qu'on va chercher comme argent? Rien. On allège l'ISF. Donc qu'on nous dise pas qu'il n'y a pas d'argent dans ce pays. Il y a énormément d'argent produit par la richesse par ceux qui travaillent. Eh bien, au lieu de redistribuer cet argent, non, on continue d'arroser toujours les mêmes pour développer les mêmes stratégies de profit. Vous le savez très bien, Pierre Laurent, d'abord les salaires sont supérieurs que souvent dans les PME, dans les petites entreprises, ou même dans le service public. Et je parlais d'intéressement et de participation. Vous savez très bien que dans ces entreprises, la participation est très importante. Allez voir un salarié de chez Total et demandez-lui combien il va toucher de participation. Aujourd'hui, la moitié des salariés français, la moitié des salariés français gagnent moins de 1800 euros par mois. Vous le savez comme moi, même. La moitié, c'est même moins de 1772 euros. Bon. Donc, arrêtons de dire, parce qu'il y a des gens qui vont de 1 à 2, c'est-à-dire entre les plus petits et les plus grands, qui a des privilégiés entre les uns et les autres. C'est pas là qu'est la différence. Il y a des différences dans les salaires dans le pays, des différences de qualification. Il y a des entreprises où les gens sont très qualifiés, très mal payés. Il y en a, ils sont un peu mieux payés. Ça tient à la situation de leur entreprise ou à l'histoire des luttes sociales dans cette boîte. Mais au total, on a, à force de tenir ce discours, on est en train de devenir un pays de bas salaire. Un pays où il y a beaucoup trop de gens qui n'arrivent pas à vivre, même avec un salaire. Et pendant ce temps-là, je le répète, en France comme ailleurs d'ailleurs, parce que les inégalités, elles explosent dans le monde entier, eh bien, il y a des gens qui accumulent des richesses formidables. Et puis, regardez, Monsieur Le Maire est obligé de reconnaître que ce qu'on appelle les GAFA, eux continuent de faire des profits considérables. Les mesures vont être annoncées au niveau européen. Ils ne payent pas d'impôts, voilà. Mais ils vont en payer, si j'ai bien compris, ce que va décider l'Union européenne le 21. Mais si on veut parler de trouver de l'argent, c'est quand même du côté de ceux-là qu'il faut aller regarder. Il faut arrêter d'opposer les petits entre eux et aller regarder vraiment du côté des gros. Dimanche, il y a une élection en Russie, élection présidentielle. Est-ce que vous soutenez le candidat communiste ? Écoutez, je ne le connais pas. Groudinine. Oui, Pavel Groudinine. J'ai lu des choses sur lui. Je ne le connais pas. Il affiche un programme qui social. Ressemble nationalisation des grandes industries et des banques. Il veut s'attaquer aux inégalités sociales et à l'évasion fiscale. Ça vous va, ça? Oui, absolument. Ça me va. Il affiche des positions sociales qui sont intéressantes. Mais je peux pas en dire plus. Je le connais pas. Je l'ai jamais rencontré, jamais discuté avec lui. Donc le roi de la fraise. Vous savez qu'on l'appelle le roi de la fraise. Oui, parce que il a un énorme sauf-cause. J'ai lu ça, dans lequel on produit beaucoup de fraises. Il est très riche. Hein. Il a l'air très très riche, effectivement. Bon. Bien, merci Pierre Laurent. Il est 8h55. Vous êtes sur RMC et sur BFM TV.